animé de Rome, parmi les cris des marchands et les discussions des sénateurs, naquit un enfant qu'on appela Gaius Julius César. La ville n'était pas encore l'empire qu'elle deviendrait, mais déjà un monde complexe où l'honneur, le pouvoir et la ruse décidaient du destin des hommes. César grandit au sein de l'agence Julia, une famille ancienne mais appauvrie, persuadée de descendre de la déesse Vénus. Cette prétendue ascendance ne lui donnait pas de richesse, mais elle nourrissait ce sentiment difficile à définir, celui d'être destiné à quelque chose de plus grand. Sa mère, Aurélia, une femme cultivée et respectée, fut son premier modèle. Elle dirigeait la maison avec intelligence et fermeté. César apprit d'elle à observer les gens, à écouter les conversations, à comprendre les jeux de pouvoir derrière les mots. Son père, souvent absent, laissait l'éducation aux mains de cette femme forte et l'enfant en retint une conviction simple. Il faut décider soi-même de son avenir. Très jeune, César montra une ambition tranquille, presque naturelle. Il aimait lire, il aimait apprendre, mais il aimait surtout comprendre comment les hommes fonctionnent. Les discours, les stratégies, les alliances, tout cela l'attirait plus que les jeux d'enfants. Ses maîtres disaient de lui que son esprit était vif, affûté comme un glaive. Mais la tranquillité de son éducation fut brusquement brisée par la guerre civile entre Marius et Sylla, deux géants politiques prêts à tout pour gouverner. Et César, de par ses fiançailles, se retrouvait du côté de Marius. Lorsque Sylla vainquit et prit le pouvoir, il entreprit d'éliminer tous les proches de son ennemi. César n'y échappa guère et fut placé sur la liste des hommes à battre. On exigea de lui qu'il répudie sa jeune épouse nommée Cornelia, mais il refusa, sans colère ou provocation. Il refusa simplement. Sylla, furieux de ce rejet, ordonna sa mort, et César dut fuir. Il se cacha de maison en maison, traversant des ruelles sombres, échappa à plusieurs arrestations. Il découvrit la peur, la solitude, la fragilité de la vie politique. Et pourtant, il survécut. Certains alliés de sa famille, influents, plaidèrent sa cause. Sylla, fatigué, finit par céder, non sans une phrase étrange. « Laissez-le vivre, dans cet homme, il y a plus d'un Marius. » Une phrase qui sonnait presque comme une prophétie. Sauvé mais ruiné, César décida de quitter Rome pour se reconstruire ailleurs. Il rejoignit l'armée, combattit en Asie et en Cilicie, protégeant des villes, marchant sur des terres inconnues, apprenant la discipline mais aussi la stratégie. Il montra un courage étonnant, sauvant même la vie d'un officier au péril de la sienne. Puis survint l'épisode qui forgea sa réputation. Il fut capturé par des pirates. Les pirates réclamèrent une rançon en échange de sa liberté, et César, en entendant le montant, rit aux éclats. Il leur dit d'exiger au moins le double. Pendant sa captivité, il se comporta comme un homme libre. Il donnait des ordres, discutait avec les pirates, exigeait qu'ils se taisent quand ils voulaient dormir. Et chaque jour, il répétait avec calme : « Quand je serai libre, je vous ferai crucifier. » Les pirates le prenaient pour un original. Cependant, lorsque la rançon fut payée et qu'il retrouva sa liberté, César rassembla une petite flotte, captura les pirates et accomplit exactement ce qu'il avait annoncé. Il les fit crucifier tout en les égorgeant afin d'écourter leur souffrance. Un geste à la fois cruel et compatissant qui résumait bien l'homme qu'il deviendrait. Cette histoire circula largement et son nom commença à prendre du poids. De retour à Rome, César se lança dans la carrière politique. Il gravit chaque échelon, questeur, édile, puis grand pontife, l'un des postes les plus prestigieux de la ville. Il se fit aimer du peuple en organisant des jeux grandioses, en réformant les marchés et en aidant les plus pauvres. Son aisance oratoire impressionnait, son élégance attirait, son assurance dérangeait. Le peuple l'adorait, le Sénat le surveillait.
Mais Rome était dominée par deux forces majeures. Pompée, le général le plus glorieux de son époque, et Crassus, l'homme le plus riche de la République. Ces deux hommes se méfiaient l'un de l'autre, et César, toujours stratège, comprit qu'ils pouvaient unir leurs intérêts pour forcer le Sénat à accepter ses propres ambitions. Il finit par les réunir et forma avec eux ce que l'histoire appellera le premier triumvirat. Une alliance contre les opposants politiques, une alliance pour se partager le pouvoir, une alliance qui fit de César le consul de Rome et posa la première pierre de la chute de la République. Et à la fin de son consulat, César obtint ce qu'il désirait le plus, un commandement militaire en Gaule. Ce qui n'était qu'une mission devint le chantier de sa légende. Lorsqu'il arriva en Gaule, il entra dans un monde immense et sauvage, un monde très différent de celui des sénateurs romains. Des tribus nombreuses, des alliances fragiles, des forêts denses, des plaines battues par les vents. La Gaule n'était pas un royaume, c'était une mosaïque, et César adorait ce genre de terrain. Il affronta d'abord les Helvètes, un peuple qui tentait une migration gigantesque. Leur mouvement menaçait tout l'équilibre régional. La bataille entre les deux armées fut longue, rude, mais marqua aussi sa première grande victoire. Elle donna à César une réputation d'homme capable de penser vite et d'agir plus vite encore. Ensuite, il se mesura à Arioviste, un chef germain redouté. Les charges de ces guerriers étaient si violentes que même les Gaulois reculaient devant eux. Mais César, méthodique, fit avancer ses légions comme un mur d'acier. La discipline romaine l'emporta. Arioviste fut vaincu et César devint le maître militaire de toute la région. Les campagnes se succédèrent, les routes se construisirent et les légions s'installèrent. En peu de temps, César transforma la Gaule en un théâtre où il décidait de tout, les alliances, les guerres, les trahisons et les réconciliations. Mais alors qu'il se croyait au sommet, un jeune chef gaulois apparut, un homme capable pour la première fois d'unir les tribus, Vercingétorix. Charismatique, rusé, courageux, il prêcha l'unité et la résistance. Il brûla ses propres villages pour empêcher les Romains de se ravitailler, harcela les troupes de César, força les légions à se battre loin de leur base. Pour la première fois, César se retrouvait face à un adversaire qui réfléchissait comme lui. À Gergovie, il subit même une lourde défaite. Il perdit des hommes, du temps et aussi une partie de son prestige. Mais César ne recule jamais longtemps. Il se regroupa, renforça ses troupes et poursuivit son ennemi. La bataille décisive eut lieu à Alésia. Vercingétorix s'était enfermé sur une colline fortifiée, certain que César n'oserait pas l'encercler. Pourtant, c'est exactement ce qu'il fit. César fit construire une ligne de fortification tout autour d'Alésia, puis une deuxième orientée vers l'extérieur pour retenir les renforts gaulois. Un double siège, une stratégie aussi audacieuse que dangereuse. Quand l'immense armée fut venue secourir Vercingétorix attaqua, les Romains furent pris entre deux feux. À l'intérieur, les assiégés tentaient des sorties désespérées. À l'extérieur, les renforts frappaient sans relâche les murs que César avait fait bâtir. Mais César dirigeait tout, passant d'une ligne à l'autre, maintenant le moral ordonna chaque défense. Finalement, les renforts furent repoussés. Affamés et épuisés, les défenseurs d'Alésia n'eurent plus d'espoir. Vercingétorix se rendit. La Gaule était vaincue. Cette conquête avait transformé César en un homme nouveau. Plus qu'un général victorieux, il était devenu d'une figure incontournable, un symbole vivant de puissance militaire et d'ingéniosité politique. Ses soldats l'adoraient, ses ennemis le craignaient, et le peuple de Rome murmurait déjà son nom comme celui d'un héros. Mais ce prestige immense provoquait aussi une peur grandissante dans les couloirs du Sénat. Et au cœur de cette peur se trouvait un homme, Pompée, autrefois allié, désormais rival.
fragile entre ces deux géants se rompit lorsque le Sénat, poussé par Pompée et ses partisans, exigea que César renonce à ses légions avant de retourner à Rome. Un ordre injuste, calculé, dont l'objectif était clair, le désarmer, puis l'écarter. César, n'étant pas dupe, comprit immédiatement. S'il obéissait, il serait à la merci de ses ennemis politiques. S'il désobéissait, il déclencherait la guerre civile. Pendant des semaines, il réfléchit, il consulta ses officiers, pesa les risques et les conséquences. Puis, en janvier de l'an 49 avant notre ère, il prit l'une des décisions les plus célèbres de l'histoire. Avec une seule légion, il s'avança vers une petite rivière qui séparait sa province du territoire romain, le Rubicon. Le soir était tombé, la lumière hésitait entre le rouge et l'ombre, et le silence était lourd. Il regarda l'eau, inspira profondément, puis franchit le cours d'eau en murmurant « Alea Jacta est ». Ce simple geste bouleverserait le monde. Rome venait d'entrer dans la guerre civile. La nouvelle se répandit comme un éclair. César avançait vers la capitale. Rome paniqua. Pompée, surpris par la vitesse de son ancien allié, choisit de ne pas combattre immédiatement. Il quitta la ville avec les sénateurs qui le soutenaient, emportant le trésor public et l'autorité officielle. César entra dans Rome presque sans résistance. Pour la première fois, le peuple sentit que le vent avait tourné. Après avoir sécurisé la ville, César partit en Espagne neutraliser les armées pompéiennes. La campagne fut rapide, brillante, menée avec l'assurance d'un stratège qui voyait plus loin que ses adversaires. Puis une fois fait, il se tourna enfin vers Pompée. La grande confrontation eut lieu en Grèce, à Pharsale. Pompée disposait d'une armée plus nombreuse, plus fraîche et soutenue par une grande partie de l'aristocratie. César, lui, avait ses vétérans, des hommes qu'il avait suivis dans les forêts de la Gaule, dans les sièges, dans les batailles les plus terribles, des hommes qui auraient traversé le monde pour lui. La bataille fut d'une violence inouïe. Les lignes s'entrechoquèrent dans un nuage de poussière, les cris des blessés et le fracas des armes se mêlèrent de rugissements des ordres. César, comme toujours, se déplaçait au cœur de ses troupes, encourageant les légionnaires, réorganisant les rangs, anticipant chaque mouvement adverse. Et soudain, les lignes pompéiennes cédèrent. La victoire de César fut totale. Pompée gagna l'Égypte, espérant y trouver refuge, mais il y fut assassiné traîtreusement avant même de pouvoir parler au roi. Lorsque César arriva à Alexandrie et qu'on lui présenta la tête de son ancien allié, il détourna le regard comme frappé par une douleur sincère. Il ne voulait pas de cette mort. Il voulait un pardon, une réconciliation, peut-être même un retour au jour où ils partageaient les mêmes ambitions. Mais la guerre avait déjà tout brisé. À Alexandrie, César se retrouva pris dans les tensions politiques de la cour royale. C'est là qu'il rencontra Cléopâtre, jeune reine brillante, charismatique, d'une intelligence qui séduisait autant que sa beauté. Leur alliance fut à la fois politique mais aussi personnelle et César l'aida à reprendre son trône. Puis il repartit, car son œuvre n'était pas terminée. Il lui restait à vaincre les derniers partisans de Pompée en Afrique et en Espagne. Chaque bataille se solda par une victoire. Partout où il allait, la République s'inclinait. Finalement, en 46 avant notre ère, il rentra à Rome en maître absolu. Rome l'accueillit dans un déluge d'acclamations. Les rues furent décorées, les temples remplis d'offrandes, les fêtes se succédèrent jour et nuit. César, auréolé de gloire, fut nommé dictateur, puis dictateur à vie. Il lança de grands projets, réforme du calendrier, nouvelles lois pour limiter la corruption, réorganisation des provinces, agrandissement du Sénat, même des aides pour les pauvres et des travaux publics pour embellir la ville. Il rêvait d'une Rome plus grande, plus juste et plus efficace. Il parlait même de repartir bientôt en campagne pour soumettre les Parthes en Orient. Pour César, la République n'était plus adaptée au monde qu'il imaginait, et c'est précisément cela qui effrayait ses ennemis.
Sénat, les critiques grandissaient. Il veut être roi, il piétine nos traditions, il gouverne seul comme un monarque. Et plus les murmures se répandaient, plus les poignards se rapprochaient. Un groupe de sénateurs issus de familles prestigieuses décida d'agir. Ils se persuadèrent qu'ils défendaient la liberté de Rome. Parmi eux se trouvait Brutus, respecté, cultivé, influent et intimement lié à César. Leur relation était complexe, faite d'estime, de respect et peut-être même d'une affection profonde. Mais pour la conjuration, la présence de Brutus était essentielle. Sa participation donnerait l'air d'un acte juste, d'un acte noble, d'un acte presque sacré. Les préparatifs furent menés en secret. Une date fut fixée, les Ides de mars. Le 15 mars 44 avant notre ère, César se rendit au Sénat. Il était fatigué, préoccupé mais confiant. Il n'était pas accompagné de ses gardes. Il ne portait pas d'armure. Peut-être pensait-il être intouchable. Peut-être faisait-il trop confiance à ceux qu'il appelait ses amis. En entrant dans la curie de Pompée, il fut accueilli avec respect, presque trop de respect. Les sénateurs se levèrent, l'invitèrent à s'approcher. Une atmosphère étrange flottait dans la salle, trop calme, trop contrôlée. César prit place, on l'entoura. Tout se passa très vite. Un sénateur l'attrapa par sa toge. César protesta, surpris. Un autre homme leva un poignard. Le premier coup fut mal porté. César se retourna, cherchant à comprendre. Puis les lames se multiplièrent, jaillissant de toutes parts. Il tenta de se défendre, mais ils étaient trop nombreux. Et parmi les visages déformés par la peur ou par la rage, il en reconnut un, Brutus. La scène perdit alors tout son sens. La lutte cessa. César cessa de se défendre comme frappé au cœur par une douleur que la lame n'avait pas encore touchée. Il laissa tomber son manteau pour mourir dignement. Il vacilla, puis s'effondra au pied de la statue de Pompée. Dans ce geste, il y avait de la surprise, de la tristesse et peut-être aussi une forme d'acceptation. Les sénateurs reculèrent, haletants, couverts de sang. La curie devint silencieuse. Un silence lourd, irréel, comme si le temps lui-même avait décidé à poursuivre sa marche. César, lui, ne bougeait plus. Et ainsi, dans une salle froide, sous les yeux de ses assassins, tomba l'homme le plus puissant de Rome, celui qui avait vaincu la Gaule, renversé ses ennemis, défié les traditions et rêvé d'un monde plus vaste. La République pensait avoir gagné ce jour-là. Elle ne savait pas encore qu'en tuant César, elle venait d'ouvrir la voie à un empire qui porterait son